RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Benoît Guillot du groupe Dusk of Delusion. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Benoît. Salut à tous. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Benoît, je suis le chanteur, le lead singer, comme on dit, du groupe Dusk of Delusion, groupe de Nancy qui s'est créé en 2016. Alors, on va parler du groupe un petit peu plus tard. Est-ce que toi, tu peux te présenter ? C'est quoi ton parcours de vie ? Eh ben, mon parcours, il ne passe pas que par la musique, puisque la musique reste un hobby, un loisir. À côté de ça, dans le civil, comme j'aime à le dire, je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège. Et d'un point de vue musical, c'est un parcours somme toute assez normal, qui passe par des petits groupes de punk rock, comme on l'a tous fait quand on avait 15-16 ans, et jusqu'à arriver en Lorraine, et puis à avoir deux groupes qui professionnellement ont plutôt bien marché. D'abord Redline, et maintenant Dusk of Delusion, donc depuis 2016. Et comment est-ce que tu as commencé la musique ? Grâce à mes parents principalement, grâce à l'influence culturelle qu'ils peuvent donner, d'abord dans la musique classique pour commencer, avec beaucoup de chants chorales. Et puis petit à petit, avec l'adolescence, on découvre le métal, on découvre le rock, et puis on a envie de faire un petit peu pareil dans les micros. Ouais. C'était quoi les artistes qui t'inspiraient ? À l'adolescence, comme beaucoup de jeunes de ma génération, c'était principalement Linkin Park, avec aussi beaucoup de toute la vague néo-metal, Korn, Slipknot, etc. C'est des influences qu'on retrouve d'ailleurs dans ma musique actuellement, mais oui, j'ai pas inventé l'eau chaude là-dessus, comme beaucoup, c'est pareil, quoi. Et comment est-ce que tu as commencé à vraiment chanter ? Eh ben, très mal. Comme n'importe quelle personne qui commence, les premiers chants qu'on faisait en groupe, c'était vraiment n'importe quoi, on se faisait mal à la gorge. Aux cordes vocales. On chantait n'importe comment parce qu'on n'avait pas les techniques. Mais on faisait ça dans une cave avec un micro dégueulasse. On avait la chance de jouer dans la rue, devant un bar pour le 21 juin ou sur une scène de fête de village. Et puis on était contents. Puis bon, petit à petit, on a envie de professionnaliser un petit peu. Enfin, professionnaliser, c'est compliqué comme terme, mais de rendre ça un petit peu plus carré. Et puis voilà, on prend des cours de chant. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné en ça par Maxime Keller, qui est l'ancien chanteur de Smash Hit Combo et qui est maintenant dans plusieurs groupes internationaux bien réputés. Et puis voilà, on met le pied à l'étrier et puis on y va. Puis avec Dusk, l'aventure est pas mal et puis permet de continuer à s'améliorer tout le temps. Donc c'est très intéressant. Comment ça s'est passé les cours de chant ? Eh ben, les cours de chant, c'est principalement apprendre toutes les techniques vocales en fait qui sont liées non pas au chant clair comme on a l'habitude de le dire, mais au chant scream, au chant growl et au chant fry, qui sont toute la palette vocale qu'on entend beaucoup dans le métal avec cette voix un petit peu éraillée sans se faire mal, parce qu'en fait la vraie difficulté du chant métal, c'est de réussir à produire des sons qui sont puissants sans en pouvant le faire plusieurs soirs de suite, parce que si tu fais un concert, tu donnes tout et puis que le lendemain tu peux plus rien faire, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut apprendre ces techniques là, donc c'est beaucoup de théorique, les cours de chant, et puis c'est de la mise en pratique souvent quand on est seul chez soi ou dans la douche ou dans la voiture, qui restent les deux endroits où on chante le plus, Et puis voilà, à force de travail, j'ai réussi à sortir des sons qui commencent à me plaire. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement, toi, dans le métal ? Ce qui me plaît particulièrement dans le métal, je dirais que c'est sa communauté. C'est ce côté un petit peu, alors pas sectaire, parce que c'est pas du tout le cas, mais vraiment communautaire, avec des gens qu'on reconnaît, on se retrouve toujours au même concert, au même festival. Là, c'est surtout dans la musique locale, mais le métal à Nancy, c'est un petit microcosme au final.
à force d'avoir fait 3-4 concerts, en tant qu'artiste ou en tant que public, on finit par tous se connaître, tous se reconnaître dans la rue, et puis par tous être copains. Hein. Et tout ça en gardant en plus en tête la grande fête du Hellfest qui sert de grande messe à tous les métalleux une fois par an. Et puis finalement, voilà, ce côté communautaire qui permet d'avoir des connaissances et puis de se retrouver autour de bonne musique, enfin de musique qui nous plaît du moins, d'une bonne bière, etc. C'est surtout ça qui me plaît. Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as rejoint tes premiers groupes de musique? Eh ben, j'ai rejoint mes premiers groupes. Alors, mon premier groupe, je l'ai rejoint parce que j'étais à la fac avec le bassiste, simplement. Donc, c'est des connaissances. C'est généralement à chaque fois par connaissance. Hein. Il y a eu un groupe, finalement, il y a eu que Dusk of Division que j'ai rejoint par effet d'annonce, des petites annonces sur Facebook. Tous les autres, c'est des copains. Tiens, on cherche un chanteur, tu veux pas venir essayer? On a un local de répétition. Ouais, vas-y, avec plaisir, je viens faire un essai, puis on va voir ce que ça donne. Puis voilà, après ça marche pas. Puis même les groupes qui marchent pas, finalement, tu en sors des expériences, puis tu continues à avancer, puis tu fais un peu la suite après. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement comme expérience, ces petits groupes à la fac? Eh ben, ça m'a apporté déjà beaucoup de connaissances techniques, je dirais, parce que c'est vrai que quand tu débarques dans un groupe, on te met un micro devant, déjà, c'est bien, mais je le branche où ce machin, parce que s'il n'y a pas d'électricité, ça va pas marcher. Donc déjà, il y a tout ce côté technique que tu apprends sur le tas dans tes premiers groupes. Il y a aussi toute l'importance toute l'importance scénique, on va dire, d'être un personnage sur scène, parce que dans la musique actuelle, alors on pourrait ouvrir le débat, hein, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est quand même vachement visuel, vachement dans le paraître, et j'ai des amis qui font de la musique sans tomber dans ce paradigme-là. Moi, en l'occurrence, oui, quand je suis sur scène, j'aime beaucoup en faire des caisses. C'est mon personnage de scène, je trouve ça très bien. Et donc ce personnage de scène, j'ai réussi à le construire plutôt, justement dans ces premiers groupes où on faisait des tout petits trucs, jouer dans un bar devant 3 personnes, donc même si t'es ridicule, c'est pas très grave, t'es ridicule devant 3 personnes. Ça s'est passé comment les premières scènes? C'était horrible. Non, ça fait extraordinairement peur. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais même devant 3 personnes, hein, le premier concert que tu fais, t'as l'impression de jouer devant le Stade de France devant 80 000 personnes. Et puis que tout va t'arriver, tu vas avoir tous les problèmes techniques que la Terre peut inventer, et tu vas faire n'importe quoi au niveau du chant, et ton guitariste va complètement oublier tous ses solos. Non, les premiers concerts, c'est vraiment pas les étapes les plus marrantes. mais bon, voilà, c'est généralement là que les groupes s'arrêtent, après un premier concert. Puis bon, si t'as envie de continuer à t'amuser, si tu dis, je suis avec mes potes... Au pire, c'est pas très grave. C'est comme ça que t'avances derrière, quoi. Alors, on va écouter The Snap, et puis on reviendra juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Benoît pour parler du groupe Dusk of Delusion. Alors, Benoît, comment est-ce qu'il s'est formé, ce groupe? Eh bien, il s'est formé à l'initiative de Julien Skorka, le bassiste, et de Mathieu Morand, le guitariste, qui se connaissent depuis de très nombreuses années, puisque c'est les 2 membres les plus âgés du groupe. Ils sont de 77, quelle horreur. Et ils ont fait de la musique, ils ont beaucoup fait de musique ensemble, mais beaucoup de musique metal prog, donc qui se prête pas vraiment... à monter sur scène, parce que c'est toujours très long, très compliqué. Le prog, c'est des musiques de 10 minutes. À mettre sur scène, c'est pas... Il y en a qui le font très bien, mais ils avaient pas envie de ça. Bref. Et donc, ils ont eu envie de faire de la musique beaucoup plus directe, beaucoup plus moderne, et qui pouvait surtout faire des concerts avec lesquels ils pouvaient faire des concerts. Donc ils ont commencé à monter le groupe. Ils ont très rapidement trouvé un batteur que je connaissais très bien à l'époque, c'est Romu Carré, qui joue dans d'autres groupes à Nancy, qui joue par exemple... son autre groupe m'échappe, mais c'est pas grave, ça me reviendra à un moment. Et avec Romu Carré, on a eu un ancien projet en Lorraine qui s'appelait Redline. Donc il m'a très naturellement proposé de faire venir par un biais de petites annonces. J'avais posé candidature, et il m'a dit lui je le connais, vas-y, on peut le prendre. C'est comme ça que je suis arrivé dans le groupe. On a ensuite recruté un 2e guitariste. Le premier batteur s'est barré parce qu'il avait d'autres projets, malheureusement. On a trouvé Nathan, qui est maintenant officier à la batterie depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises. Le 2e guitariste s'est barré parce qu'il habite en Corse et que c'était compliqué. Et on a depuis 1 an maintenant, 1 an et demi,
Jean-Gabriel Bocciarelli qui nous a rejoint à la deuxième guitare. Et voilà comment le groupe s'est formé. Et après la formation du groupe, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la sortie de votre premier album ? Après la formation du groupe, en fait, très rapidement, il fallait qu'on monte sur scène parce que c'était vraiment l'ambition du groupe. Les albums, c'est des choses très sympathiques à faire, mais nous, l'ambition, c'était de monter sur scène. Donc très rapidement, quand je dis très rapidement, on s'est formé, on a commencé les répétitions en septembre 2016 et notre premier concert doit dater de novembre ou décembre 2016. Donc vraiment, en 2 mois, on était prêt à monter sur scène et en plus... coup de chance ou je sais pas, mais notre premier concert, c'était un gros concert puisque c'était la première partie de Blazing War Machine. Ceux qui connaissent un petit peu le métal pourront connaître le nom de Frankie Costanza, qui est un des plus grands batteurs français actuellement, qui a joué dans les Tambours du Bronx et dans plein d'autres groupes en France. Excellent batteur. Et on a fait sa première partie, en l'occurrence on était vers la frontière luxembourgeoise. C'était vraiment incroyable. Premier concert, première grosse date, quoi. Et donc, comment vous en êtes arrivé à sortir votre premier album ? Eh ben, il se trouve que Mathieu Morand, le guitariste, est aussi le propriétaire et donc le directeur artistique d'un label associatif à Nancy qui s'appelle Fantaisique. Et le fait d'avoir un label associatif nous permettait d'envisager de faire des albums parce qu'en fait, en gros, pour un jeune groupe en Lorraine ou ailleurs, qui veut sortir un album, le nerf de la guerre, ça va être les finances. Ça coûte extrêmement cher. Pour parler chiffres, notre premier album nous a coûté 8 000 €. C'est à peu près les prix que ça coûte, voilà. Et surtout, le problème, c'est qu'une fois que tu as dépensé ces 8 000 €, tu as un bel objet entre les mains, très bien, mais maintenant, encore faut-il le vendre. Si tu fais des concerts, c'est pratique, tu peux les vendre en concert et tout ça. Tu vas pas non plus en vendre 2000 ou 3000 exemplaires en concert, sauf si tu joues tous les samedis et encore. Avec un label associatif comme Fantaisique, on a pu avoir accès à des contrats de distribution qui nous ont permis très rapidement, dès le premier album, en fait, d'être distribués. Alors, je suis pas en train de te dire qu'on a vendu 5000 albums non plus dans des Fnac et autres, mais on était distribués dans les centres culturels Leclerc, dans les Fnac, dans différents maisons vendeurs de disques, etc., etc. Avec cette facilité-là, en fait, on s'est très rapidement dit, pourquoi s'empêcher plutôt de faire un album et pour le côté un peu cool d'avoir nos noms et le nom de Dusk sur des beaux objets qu'on gardera toute notre vie et qu'on pourra montrer à nos enfants et à nos petits-enfants en disant, voilà, j'ai fait ça dans ma vie, quoi. Et ce premier album, de quoi il parle ? C'est une très bonne question parce que tous nos albums parlent de quelque chose. En fait, tous nos albums sont conceptuels. C'est-à-dire que pour chaque album, on écrit un concept, mais vraiment c'est pas un concept général, genre c'est pas un album qui parle de l'amour. Non, c'est des vrais gros concepts. Premier album, c'est sur les fêtes foraines du 19e siècle, les freak shows et autres. Et donc le but de cet album a été de mettre en parallèle sur chaque chanson un vice ou quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société actuelle en parallèle avec un stand de la fête foraine. Alors par exemple pour illustrer ça, on a le jongleur de la fête foraine qui représente le banquier qui jongle avec l'argent de ses clients. On a la diseuse de Bonaventure qui est une politicienne qui ment pour avoir des votes. On a 12 chansons comme ça. On a le marionnettiste qui est un recruteur de terroristes et qui dirige les terroristes par sa main. Bref, on a 12 chansons comme ça, 10 ou 12 chansons, je sais plus bien. Et donc tout sur le même concept. Pourquoi choisir ce concept en particulier ? Est-ce qu'il y a une il faudra que je demande au reste. Non. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, je pense, c'est que comme c'est moi qui ai écrit les paroles et qu'à côté de ça, je te l'ai dit, j'étais prof d'histoire, forcément, l'histoire a beaucoup d'intérêt dans les textes que j'écris et j'aime énormément écrire et parler d'histoire. À partir de ce moment-là, les fêtes foraines du 19e siècle, en fait, ça nous permettait d'aborder cette question des vices de la société qu'on voulait mettre un petit peu en exergue, un petit peu en parallèle. C'est pas du tout un album politique, c'est pas du tout l'intention, mais c'est plutôt un album de constat, on va dire ça comme ça, de constat de ce qui se passe. Honnêtement, ce qu'on dénonce dans l'album, c'est ce que n'importe qui pourrait dénoncer, donc il y a pas de visée politique derrière. Et donc avoir choisi ce thème-là particulièrement,
La dernière raison, c'est aussi que le premier nom du groupe, le premier nom de Dusk of Delusion, c'était... Oh là, je sortirai un truc, si mes copains m'entendent, ils vont rigoler. C'était Dark Carnival. D'accord. Et du coup, ça avait un lien vite fait avec la fête foraine. Bon, on a très rapidement abandonné ce nom parce que, objectivement, c'est pas ouf. Et du coup, on a quand même gardé ce premier concept Funfair, donc sur les fêtes foraines. D'accord. Donc tu parlais de l'ancien nom de Dusk of Delusion. Maintenant, donc c'est Dusk of Delusion. Pourquoi ce nom, du coup ? Il nous fallait un K. Et ça, c'est une exigence du guitariste qui voulait absolument un K dans le nom du groupe. Bon, d'accord. J'imagine que c'est une allusion à corne, mais on n'a jamais vraiment abordé ce sujet. Pourquoi il fallait absolument un K ? Ça devait être une allusion à corne. Mais Dusk of Delusion veut dire le crépuscule des illusions, et donc forcément, ça allait vachement bien aussi avec le concept du premier album. En fait, c'était... On présentait un monde très noir, un petit peu comme si, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a plus rien à faire derrière. Prenez ce qu'il y a à prendre, quoi. Et donc, voilà, c'était en rapport à ça, ça nous a plu tout de suite. Après, il y avait forcément une dernière exigence, qui cette fois-ci est un peu plus commerciale. Il fallait pas que ce nom soit déjà utilisé, il fallait pas que ce nom existe déjà ailleurs, parce que quand on est un petit groupe qui débute, le référencement est extrêmement important. Forcément, si sur Google, tu tapes Dusk of Delusion et qu'il y en a 4, t'as moins de visibilité derrière. Là, Dusk of Delusion, il y en a qu'un seul dans le monde, c'est nous, donc parfait, on peut avancer avec ça. Alors, pour poursuivre, je te propose d'écouter Breaking the Wall, et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Benoît pour parler du groupe Dusk of Delusion. Alors Benoît, on vient de parler du premier album donc du groupe. Vous avez sorti aussi un deuxième album qui s'appelle Watch Your Six. Tout à fait. A aussi un concept un petit peu particulier. Et toujours historique. Oui, ce deuxième album, on a parlé de la Première Guerre mondiale. Étant lorrain, on s'est dit que c'était pas mal de parler un petit peu de l'histoire un peu de notre région. Et pareil, comme on n'aime pas faire les choses simplement, c'est pas uniquement raconter des histoires sur la Première Guerre mondiale, c'est mettre en parallèle des émotions, des sentiments, des choses que certains hommes et femmes qui ont traversé ce conflit ont pu ressentir à travers des histoires qui sont toutes fictives, mais qui pourraient être des histoires réelles, puisqu'on a fait, j'ai fait en l'occurrence, mais ça m'a fait énormément plaisir, beaucoup de recherches sur... En fait, les textes sont extrêmement précis sur plein de choses historiques et j'ai fait beaucoup de recherches pour être sûr de ne pas raconter de bêtises dessus. Alors juste derrière, vous avez sorti un EP pour continuer un petit peu dans le concept qui s'appelle World at War. On avait du rap de chansons. Et puis, alors on va parler d'un album en particulier qui est sorti récemment, qui s'appelle Coriosis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept qu'il y a derrière cet album ? Eh ben oui, changement de concept total. On oublie l'histoire d'ailleurs cette fois-ci, puisqu'on part carrément dans le futur. En fait, Coriolis Robotic System, Coriosis, nous projette tous dans un futur dystopique aux environs du début, de la fin du 21e siècle et du début du 22e siècle, en gros, dans une société dans laquelle des robots anthropomorphes, du coup des androïdes, ont été créés par une société, la société Coriosis, pour servir un petit peu de serviteurs personnels à la population et pour occuper des métiers dont plus personne ne veut à ce moment-là dans cette société, comme serveur, éboueur, etc., etc. On peut imaginer plein de choses l'univers est tellement large qu'en fait on peut en parler plein de fois. Donc du coup, on s'est amusé à raconter un petit peu cet univers, à raconter un petit peu ce futur dystopique à travers, alors non pas 12 chansons comme on a l'habitude, mais à travers 17 chansons, puisque le petit frère, Try Your Freedom, continue encore une fois cet album. Vous avez sorti un EP juste derrière en octobre 2023. C'est ça. Pour continuer un petit peu l'aventure Coriosis. Ouais, c'était complètement la volonté dès le début. En fait, c'est vrai que c'est un univers qui est tellement large. Quand on a commencé à travailler sur l'album, on se rendait pas compte à quel point on pouvait raconter tellement d'histoires dans cet univers. Univers qu'on avait créé, que j'avais créé déjà à partir de l'écriture d'une nouvelle. Donc, de cette écriture d'une nouvelle de 3000 mots, on a réussi à ouvrir un univers et on s'est dit non mais on peut pas... On avait 20 chansons à l'époque, je crois, déjà écrites. Puis seulement 10 qui devaient aller sur l'album. On dit non, mais on
On va reprendre la formule album EP et on sortira l'EP dans la foulée parce qu'on va pas laisser 5 chansons comme ça à côté qui serviront plus à rien, qui seront au rebut et tout ça. Donc non. Donc on sortira l'EP juste après. Et même on est allé un peu plus loin, enfin je suis allé un peu plus loin. Parce qu'en l'occurrence, j'ai, à titre personnel, ce n'est pas encore sorti, je ne sais même pas si ça sortira un jour, mais je me suis amusé à écrire une dizaine d'autres nouvelles qui complètent encore l'univers dans lequel la Corosis a pris un petit peu, après un petit peu possession des esprits de tout le monde en instaurant ces robots et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres albums, d'autres projets en préparation ? Bien sûr, on est déjà en train d'écrire le 4e. On ne s'arrête jamais. Non, en fait, littéralement, oui, on ne s'arrête jamais parce qu'on n'aime pas rester vide. Alors, quand un album sort, il faut un petit peu prendre le temps de la promotion, de l'emmener un petit peu sur les scènes, de lui faire voir un petit peu du pays. Mais oui, très rapidement, on a envie de revenir à la composition parce que les phases de composition sont des phases extrêmement intéressante où l'esprit de tout le monde est en ébullition autour d'un ordinateur, d'une guitare, d'une batterie électronique et puis on commence à composer tout ça et c'est vraiment vraiment incroyable. Et là le prochain concept change encore une fois radicalement. Je vais pas trop en dire parce qu'il faut garder un petit peu de suspense, mais je sais que les fans des années 80-90 qui regardaient à la télé Ulysse 31 vont être ravis de cette nouvelle sortie. Il y a un peu de temps avant de la voir venir, a priori ça sortira pas avant 2025, mais voilà. D'accord, on peut suivre tout ça sur vos réseaux sociaux ? Tout à fait, sur Facebook, Instagram, on a la chance d'avoir une chargée de com qui fait de l'excellent travail, donc Facebook, Instagram, on n'a pas Twitter, tiens, il faut que je lui en parle. Mais Facebook, Instagram, et puis on a aussi sur YouTube, Deezer, Spotify, on est partout. Vous avez un site internet aussi sur lequel on peut retrouver toutes les actualités du groupe ? Tout à fait, on a un site internet qui sert surtout à répertorier les différents lives, les différentes photos et donner accès directement à la boutique. Mais les infos directes, elles sont plutôt à trouver sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des dates, des concerts à venir là après le 10 avril ? Après le 10 avril, tu fais bien de préciser parce que j'allais dire 30 mars et 6 avril, mais non. Oui, après le 10 avril, on est le 15 juin au Nirvana Pub Club à Nancy, donc, avec le groupe parisien Camino Ikari, qui est un groupe de metalcore parisien excellent, vraiment. Et avec, je vais mal prononcer leur nom, Rise of Daybreak, mais je sais que j'oublie un mot quelque part, qui est un groupe de metalcore de Nancy. Après juin, c'est un petit peu terminé pour la première phase, du moins pour la première partie de l'année. On fait des petites pauses en fin juin, juillet et août. Par contre, on reprendra en septembre. On a des dates à Nancy, on a des dates à Nancy à la Cale, je pense le 14 septembre à la Cale. Avec le groupe Oblique. On va être à Metz fin septembre, on va être en tournée en octobre puisqu'on va faire des dates au Havre, à Caen, à Nantes, si je dis pas de bêtises. Puis voilà, on va continuer toute l'année. On reviendra au Nirvana Pub Club parce qu'on adore cet endroit fin décembre et on est déjà en train de prévoir les dates pour 2025. Donc il y a beau faire. Oui, il y a de quoi faire. Pour terminer, est-ce qu'il y aurait un dernier mot que tu aimerais dire pour nos auditeurs ? Pour les auditeurs et puis pour vous ici à la radio, parce que c'est vrai que quand on est un groupe, j'aime pas dire semi-pro, donc je vais continuer à dire amateur, un groupe amateur comme Dusk, c'est vrai que de pouvoir travailler avec des professionnels comme vous, enfin du moins avec des amateurs qui se donnent à fond comme vous, et de pouvoir le faire pour un public qui nous suit, qui nous écoute à la radio, qui vient nous voir en concert, qui écoute nos albums, c'est un plaisir extraordinaire, hein. On n'en est plus à un stade où on joue dans notre chambre, rien que ça c'est incroyable. Donc merci à vous tous qui écoutez cette émission, qui venez nous voir en concert, merci à toi et à toute l'équipe de RCN pour cet accueil. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Et puis on va se quitter en écoutant Floating Blossom, donc qui vient de Corosis. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org